Donc bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur le sujet de ce soir, de cette conférence que je vais donner à partir d'un thème sur le couple. Et là, ce soir, le sujet c'est les ingrédients d'un couple épanoui. Voilà. Donc je donne un cycle sur la relation amoureuse depuis un peu plus d'1 an. Et à chaque fois, je propose un thème différent. Et le thème de ce soir, c'est celui du couple épanoui. Alors, pourquoi ce thème, vous me direz? Parce que ça fait longtemps que je donne des conférences sur la relation, et la plupart du temps, je donne des conférences sur la question des dysfonctionnements du couple. C'est-à-dire, qu'est-ce qui ne va pas, comment rester avec quelqu'un qui est marié ou n'est pas disponible. J'avais donné aussi des conférences sur les pervers narcissiques, comment on relationne avec des frileux de l'amour, que j'appelais des frileux de l'amour, comment on relationne avec des personnes qui donnent trop, bref, toujours des thèmes sur ce qui ne marche pas. Et donc là, on m'a dit, mais pourquoi tu ne fais que travailler sur ce qui dysfonctionne? Tu devrais aussi un jour donner une conférence sur le thème de les bonnes recettes pour que ça marche. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas? Je vais peut-être aussi un jour m'y mettre et essayer de voir et de visiter avec vous les éventuelles recettes ou ingrédients, un peu comme une recette de cuisine, hein. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait des recettes pour qu'un couple soit plus épanoui qu'un autre? Si oui, quelles sont-elles? On peut en débattre ensemble ce soir. Et puis, déjà aussi, avant peut-être de rentrer dans les ingrédients ou les recettes, rien que le thème, c'est quoi, quand on dit c'est quoi un couple épanoui? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est possible? Et ce serait quoi un couple épanoui? Et puis si c'est possible d'en faire un, à ce moment-là, quels sont les ingrédients qui marcheraient plus qu'un autre? Voilà. Donc ça, c'est un peu le thème de ce soir que je voudrais aborder avec vous. Et puis je vous donnerai à un moment donné, je donne toujours le micro à un moment donné dans la salle pour échanger, voir vos questions, et puis essayer de débattre un peu avec le public. Donc je vous inviterai à venir plutôt ici parce qu'il y a une histoire d'enregistrement pour qu'on puisse entendre aussi, parce que mes conférences sont filmées, que je les repasse ensuite sur ma chaîne YouTube. Et donc tous les thèmes de mes conférences sont filmés. Voilà. Alors déjà, le sujet en question qui est le couple épanoui. Donc rien que le mot, rien que la phrase « le couple épanoui », déjà titille un peu. Puisqu'ici, ça voudrait dire que ça serait possible d'en créer un. Hein. Et puis, en plus, il y a aussi dans cet intitulé l'idée qu'on vient s'épanouir au sein du couple. Hein. Et donc ça, c'est un thème qui est très très à la mode à l'heure actuelle, parce que nous sommes dans une culture ou dans une ère du développement personnel, de l'épanouissement. L'épanouissement personnel, d'ailleurs, on parle de l'épanouissement de la personne. Il y a beaucoup de coachs, il y a beaucoup de stages en développement personnel en tout genre qui répondent justement à cette alternative de toujours se renforcer, se développer, aller visiter nos potentiels, s'épanouir, croître, toujours et encore plus, se faire grandir. Donc on est dans cette époque-là, hein, et donc c'est comme si c'était naturel et normal de former un couple épanoui. Mais point d'interrogation, puisque nous serions dans une époque précédente, à l'époque de nos grands-mères, dans un autre siècle, je ne suis même pas sûre qu'il y aurait une conférence là-dessus, ni une question là-dessus. Parce qu'il n'était pas forcément à l'époque question de fabriquer un couple épanoui, il était question de former une association de partenaires, de former une famille, de former un couple certes, mais pas forcément épanoui. Donc on voit bien que cette question du couple épanoui correspond vraiment à une question de notre siècle, hein, de notre époque, avec donc à la clé, si on peut regarder ça comme ça, ça voudrait dire qu'il pourrait y avoir pas mal d'attentes de la part des individus, comme si c'était normal de former un couple épanoui, entre guillemets, réussi. Parce que c'est ça que ça veut dire. Il faudrait réussir son couple, il faudrait qu'on s'épanouisse au sein du couple, et que la cellule du couple soit toujours du plus et réponde à nos attentes individuelles de développement, de grandissement, d'épanouissement. Et pourquoi pas, je dirais. Pourquoi pas, mais si vous en faites un dogme, si vous en faites une espèce de schéma
sur lequel vous vous y tenez et vous voulez absolument que ça marche, eh bien c'est là que c'est porteur d'illusions. Pourquoi? Parce que tout simplement, le fait de dire je veux un couple épanoui ou je rêve d'un couple épanoui, déjà, rien que dans l'intitulé, ça porte un abîme, un creux, un fossé dans l'idée de l'idéal hein, que l'on porte, de l'amour, du rêve de l'amour romantique, et qu'on y met beaucoup d'attentes et beaucoup d'espoir dans cette histoire de fabriquer un couple épanoui. Et donc, à savoir donc que plus vous rêvez et plus vous mentalisez un schéma d'un couple épanoui à la clé, plus vous risquez d'être déçu. Parce qu'il est évident que vous aurez des moments heureux en couple, et il est évident, je ne vous l'apprends pas parce que vous avez formé pas mal de couples, que vous aurez des moments de désunion, de déception, de désillusion, et voire presque souvent des achoppements à des ruptures hein, à la clé. Hein. Il y a quand même beaucoup de couples qui rompent, et peut-être qui rompent aussi parce qu'il y a beaucoup d'attentes illusoires sur cette histoire du couple. Et ça, c'est pas étonnant, je pense que c'est lié aussi, que tant qu'on met tellement d'espoir de s'épanouir au sein du couple, il est fort probable que les ruptures sont à la hauteur de l'espoir qu'on y met, et notamment de vouloir réussir un couple. Il y a la notion de, on va vite dans réussir, échec et réussite, hein, les couples sont vécus comme des réussites et des échecs, un peu comme si vous étiez dans des objectifs au travail et que vous vous fixiez un objectif de performance, de rendement, donc il faut aussi que nos couples deviennent des réussites, hein, comme tout le reste. Et donc on voit qu'on vit un peu dans cette société-là, hein, c'est une époque comme ça, où on est très objectif, rendement, potentiel, développement, renforcement du moi, faut que tout le monde s'éclate, voilà. Donc évidemment le challenge est un peu grand, hein, bien évidemment. Donc quand j'entends, parce que je suis psychologue psychothérapeute, et quand j'entends des personnes qui sont extrêmement malheureuses parce qu'elles me disent qu'elles vivent leur couple raté comme raté et des échecs, parce qu'elles parlent d'échecs, je leur dis mais non, il n'y a jamais eu d'échecs, hein. Il y a toujours eu que des expériences. Ce ne sont que des expériences les relations. Malencontreuses ou heureuses, certes, mais ça reste des expériences qui, de toute façon, vous permettent quoi? De vous faire vous rencontrer, vous, sous certains angles de votre personnalité. Et en vous faisant vous rencontrer, ça vous permet de voir comment vous allez faire différent. À chaque fois, il y a un cadeau sur chaque relation que vous vivez. Donc, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas d'échec, je dirais. Ça, c'est une perception de notre époque, cette histoire de vouloir réussir tout et n'importe quoi, et d'y mettre du coup beaucoup d'enjeux à la clé. Voilà. Donc, déjà, ça répond un peu sur est-ce que c'est possible d'avoir un couple épanoui? Il y a deux réponses. Oui, à la fois c'est possible, parce que c'est possible je dirais, de fonder un couple dans lequel on va travailler au couple, travailler dans le sens pas laborieux, mais dans le sens d'essayer d'y faire de notre mieux et de mettre des ingrédients qui font que ça va un peu plus marcher que si on ne met pas de conscience, si on ne s'intéresse pas aux questions d'amour de soi, d'amour de l'autre. Il y a des questions à regarder de communication. Hein. Donc il y a des fondements pour qu'un couple fonctionne, je dirais des bases, et en même temps, je dirais non, un couple ne va pas être tout le temps épanoui parce qu'il y a trop d'attentes, parce qu'on y va avec trop d'attentes. Donc oui, parce que c'est intéressant d'essayer de faire de notre mieux, et non, parce qu'on y va avec en général beaucoup trop d'attentes à la clé, et donc déjà c'est gageur de désillusion et de déception. Voilà. Je voulais aussi, justement, puisque je parle de désillusion, si vous n'êtes pas au courant de ça, vous notez les 5 étapes de la vie d'un couple. Je ne sais pas si vous connaissez les étapes de la vie d'un couple. C'est comme les étapes du développement de l'enfant. Hein. Il a été, par certains auteurs qui sont intéressés à la question de l'amour, il a été ponctué par... voilà, il y a des étapes dans la vie d'un couple. Et c'est intéressant de les connaître, parce qu'il y a moins de déception du coup. Quand on s'y attend, on sait qu'on va passer par là, cette étape, donc on s'y attend, et donc on s'attend à la désillusion. On sait que ça ne sera pas toujours la fusion, que ce ne sera pas toujours youpi, la fusée, ça va être génial, etc. Donc c'est intéressant de connaître les différentes étapes du couple. Moi, pour avoir connu ça, il y a quoi presque une quinzaine, vingtaine d'années, je dirais, les étapes de la vie d'un couple, hein, j'ai été formée là-dessus. Ça m'a toujours servi dans les couples que j'ai formés par la suite. Et je trouve qu'en connaissant ces étapes, ça aide quand même à les repérer, et ça aide aussi à moins se fourvoyer,
à moins s'imaginer tout et n'importe quoi, à moins partir dans un rêve et à en être moins déçu, je dirais. Donc c'est intéressant de les connaître. Et je trouve que ça m'aide encore aujourd'hui dans le couple, parce que je suis en couple et je trouve que mon couple est relativement épanoui plus, en tout cas c'est de mon point de vue, de ma fenêtre, et c'est aussi ça que je voudrais partager, mais ça m'a beaucoup aidé de connaître les étapes de la vie d'un couple. Donc la première étape, je ne sais pas si vous la connaissez, mais vous l'avez certainement vécu, c'est la fusion. Première étape, l'espace fusionnel dans lequel nous adorons nous y noyer, hein, puisqu'on retrouve ici le goût de l'unité, du paradis perdu. De deux, on passe à un. C'est la communion, c'est l'union, c'est la fusion, c'est l'impression de passer du 2 au 1. Et donc il y a un goût de ce paradis perdu qu'on retrouve dans la période fusionnelle, ou appelée encore la lune de miel. Et effectivement, c'est très goûteux, c'est très jouissif, c'est très tout ce que vous voulez, que ce soit sur le plan affectif, émotionnel ou charnel, il y a quelque chose d'extrêmement jouissif dans la fusion. Certains d'ailleurs s'y perdent, et certains veulent retourner toujours à cet espace-là, ils ne veulent pas quitter cet espace-là, et c'est très dommageable, parce que ça ne va faire que passer dans les étapes. Voilà, ça dure en fait environ un an et demi maximum. Il y a tout un cocktail chimique qui va avec, un cocktail dopaminergique qui va avec la période fusionnelle, et on est capable de déplacer des montagnes, donc c'est génial, ça nous donne beaucoup d'énergie. Sauf que c'est une étape parmi les autres. Voilà. Si vous faites perdurer, ça sera l'étape numéro 1, et vous allez vous rendre compte qu'au bout d'un certain temps, la fusion va commencer à s'amenuiser pour passer à autre chose. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle la confrontation. On se confronte à l'autre parce qu'on est un peu moins dans cette étape aveuglée, idéalisée. Donc on va se confronter à nos différences. Et donc dans cette période de confrontation, on est dans une forme de lutte pour le pouvoir. Qui a raison, qui a tort. Voilà, on ne veut plus lâcher ce qu'on lâchait au départ. C'est-à-dire on gomme, on arrange pas mal sur le départ. On veut se montrer sous son plus meilleur jour. Après, dans l'époque de la confrontation, l'autre est déjà un peu plus acquis. Et donc, on se confronte à nos différences. Il y a de la colère, il y a je ne suis pas d'accord, il y a tout ça. Et c'est vivant aussi si on est au courant que ça existe et que c'est OK, on est d'accord pour se confronter, plutôt que de jouer je lisse, je ne veux pas montrer, je veux être gentil. Voilà. Parce que c'est intéressant de passer par la confrontation dans je m'oppose à toi. Mais ça ne veut pas dire que je veux t'écraser, ça veut dire que je suis dans la différence. Voilà. Mais ce n'est qu'une étape aussi. Donc la confrontation, c'est l'étape 2, avec des luttes de pouvoir en général. Il va y avoir de la lutte pour le pouvoir. Voilà. Soit on y reste scotché, et là, ça va dégénérer dans des luttes de pouvoir incessants. Je veux avoir raison sur toi, je veux t'écraser, je veux te dominer. Là, c'est très désagréable et inconfortable. C'est là où on voit apparaître des séquences de maltraitance, et des personnes qui restent ce qu'on appelle aujourd'hui sous les cailloux, c'est-à-dire qu'elles restent ensevelies dans des relations qui sont toxiques pour elles, où elles se font maltraiter et elles restent là-dedans. Donc, en général, c'est quand cette période ne passe pas à autre chose. Voilà, la confrontation, la lutte de pouvoir. On va aussi donc du coup chercher à s'adapter à l'autre. À mieux le connaître, à mieux le cerner pour s'y adapter, mais sans s'y perdre. La troisième étape, ça dure un certain moment, ça peut durer des années même. La troisième étape, c'est ce qu'on appelle l'étape de la stabilisation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se connaît mieux, on est plus dans cette acceptation de la différence. Ça s'appelle la stabilisation ou l'acceptation de la différence. Acceptation de la différence. Il y a moins de lutte de pouvoir et il y a plus tu es comme ça, tu es pas du tout comme moi, tu n'as pas le même système de valeurs, tu es dans la différence, et pourquoi pas? On ne va pas s'entretuer parce qu'on n'est pas d'accord, parce qu'on n'a pas les mêmes rythmes, parce qu'on n'a pas les mêmes points de vue, parce qu'on ne partage pas les mêmes valeurs et les mêmes goûts forcément. Donc on sort de cet épisode fusionnel pour vouloir faire tout ensemble et être dans une espèce de nirvana moelleux, du cocon moelleux, que va donner le goût de la fusion
pour aller dans quelque chose de plus autonome, dans ok, on n'est pas pareil, mais on peut fonctionner ensemble parce qu'on n'est pas obligé d'écraser son prochain pour relationner avec. On peut être différent et c'est ok d'être différent, c'est même intéressant d'être différent parce que moi je vous invite à cultiver la différence qui est l'aspect de la complémentarité. Si je suis avec quelqu'un qui est extrêmement différent de moi, bien alors il est intéressant parce qu'il est tellement dans sa différence qu'il peut m'apporter quelque chose qui va me compléter parce que je connais moins ça. Si je fonctionne avec un miroir de moi, avec quelqu'un qui est vraiment comme moi, je ne vais pas apprendre grand-chose sur moi, je ne vais pas apprendre grand-chose sur la vie, je ne vais pas beaucoup évoluer parce que c'est un double de moi-même. Donc ce n'est pas très intéressant. Et vous allez remarquer, comme moi, vous l'avez déjà remarqué, c'est que la plupart des individus vont s'accoupler ou s'affilier sur des différences. C'est-à-dire en général on cherche son complémentaire, mais le problème il reste ici dans est-ce que je suis capable d'accepter la différence ? Ou est-ce que je vais rester dans la confrontation, j'ai raison, t'as tort, hein, dans la lutte de pouvoir qui sont des bras de fer et des jeux psychologiques du style, voilà, moi je veux que tu vois comme moi je vois et je veux pas que tu sois différente. Voilà, donc ça c'est important parce que je vois beaucoup de couples qui vraiment vont mal à cause de ce point-là. C'est-à-dire que ici, vous allez voir dans une des recettes que je vous donne, c'est si on veut formater l'autre à notre sauce, hein, si on veut que l'autre rentre dans nos attentes et dans notre moule à nous, qui partage notre vision du monde, eh bien, on va toujours prendre du pouvoir sur l'autre. On veut que l'autre pense comme nous, sente comme nous, ressente comme nous, et on veut le formater. On veut le changer. Et quand on fait ça, c'est déjà c'est peine perdue, parce que vouloir changer l'autre, ça veut dire ne pas l'aimer à l'endroit où il est. Ça veut dire ne pas l'aimer dans sa différence. On veut qu'il pense comme nous, on veut qu'il soit notre jouet, quoi. Notre marionnette. Et donc ici, les gens ne se rendent pas compte que d'abord c'est une prise de pouvoir et il y a zéro amour quand on veut changer l'autre pour qu'il soit conforme à nos attentes. Voilà, il n'y a jamais d'amour, on ne parle pas d'amour. Alors après on peut dire je t'aime ma chérie, machin tout ça. Le je t'aime ma chérie, c'est traduisez, tu réponds à mes attentes, tu combles tous mes besoins maintenant, je suis heureux, donc je te dis je t'aime. Mais quand on veut changer l'autre, on est dans des prises de pouvoir, on veut le formater. Et il n'y a pas d'amour du tout là-dedans dans cette histoire. En tout cas, moi, j'en vois pas. Alors, je ne sais pas si vous en voyez. Et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas conscience de ça, parce qu'elles ne se rendent pas compte qu'on n'est pas avec son double dans la relation. Déjà parce qu'on s'attire, parce qu'on est dans la différence. En général, on veut se compléter, donc on prend des complémentaires. On est attiré par des complémentaires, mais après, on ne les supporte pas. C'est pour ça que cette phase, elle est difficile de dépasser, hein, la phase de confrontation, parce qu'on voudrait que finalement que l'autre, il nous ressemble. Qui pensent comme nous, c'est pas possible. Et c'est pas intéressant. Donc, est-ce que je peux laisser de la place à la différence ? Est-ce que je vais arrêter de vouloir changer l'autre ? Et est-ce que je peux ouvrir mon cœur à l'endroit où il est dans cette différence, où il voit différemment et que peut-être un jour il ne changera jamais. Parce que la personne, je disais hier à une de mes patientes, mais attendez, vous êtes plutôt un éléphant et vous êtes avec un lièvre, vous n'allez jamais vous transformer en lièvre. Hein. Même si vous changez un peu, vous prendrez un peu le regard du lièvre parce que vous allez faire un effort sur vous, mais en aucun cas, un jour vous allez devenir un lièvre. Vous n'aurez jamais pensé comme un lièvre, filer comme un lièvre, c'est pas vous, quoi. Donc l'autre, il voudrait que vous soyez un lièvre, mais ça ne marchera jamais cette affaire. Ça ne peut pas marcher. On ne peut pas changer d'une espèce à une autre. Pourquoi je parle d'animaux ? Tout simplement parce que, en fait, moi je donne des cours sur les profils de personnalité. Et vous allez vous rendre compte, si vous connaissez un peu des grilles de lecture de la personnalité, qu'on est tous dans des profils différents. La plupart du temps, les couples se mettent ensemble parce qu'ils sont dans des profils extrêmement éloignés même. Et c'est pour ça qu'ils s'intéressent à l'autre. Mais du coup, dans cette différence de profil de personnalité, c'est très compliqué quand on n'a pas les codes de comprendre l'autre. On n'a pas la lecture, on n'a pas les codes. Donc on ne comprend pas comment il fonctionne si on ne connaît pas des grilles de lecture de la personnalité. Et donc il y a des décalages. Et donc on veut changer l'autre. On dit mais il devrait penser comme moi, il n'est pas normal lui. Et donc on est dans des luttes de pouvoir. Voilà. Et donc un des ingrédients pour moi du couple qui serait plus épanouissant, je trouve, c'est d'avoir le décodage, comme dans la télé, d'avoir des lignes en clair et de mieux cerner le profil de personnalité de la personne avec qui vous êtes en relation et de cerner le vôtre aussi. Et vous connaissant mieux et connaissant mieux comment fonctionne l'autre,
hein, quelles sont ses valeurs, qu'elle ne lâchera jamais, ses rythmes, ses qualités, les failles, les endroits où vraiment ça va la heurter. Hein. Donc en connaissant beaucoup mieux comment fonctionne l'autre, ben, vous serez beaucoup plus empathique, vous serez moins heurté, vous serez plus tolérant et vous aurez beaucoup moins de communication difficile, hein, où vous aurez moins envie de le changer, vous allez être capable de le prendre comme il est. Et ça, c'est juste extraordinaire, ça s'appelle l'amour sans condition. Donc, avoir des grilles de lecture, et ça ne s'invente pas, c'est pour ça que je le dis, hein, ce n'est pas la science infuse, ce sont des formations, il y a des cours là-dessus, où on apprend à typer les profils de personnalité, pour mieux cerner qui est en face de nous, comment elle fonctionne, voilà. Et donc, ça a été enfin, c'est toujours d'ailleurs, ce sont des outils qui me sont chers, que j'utilise souvent et que j'ai toujours utilisé dans la relation amoureuse. Ça fait déjà plus de 15 ans que je les utilise. Et ça me donne des clés extraordinaires pour fluidifier les relations, pour arrêter d'en vouloir à l'autre d'être comme il est, parce que je sais qu'il est comme ça, et je sais pourquoi il fonctionne comme ça, parce que c'est juste son profil de personnalité. Donc je ne peux pas lui en vouloir d'être formaté dans ce profil-là, parce que ce profil-là fonctionne avec ses croyances, avec ses émotions-là, avec ses goûts et avec ses difficultés-là. Et chaque profil est comme ça. Voilà. Donc ça, c'est une chose que je voudrais vous donner pour aider à passer le cap des luttes de pouvoir ici, hein, de 2 à 3. Voilà. Ça, c'est une chose. Donc, si le couple arrive à s'accepter dans sa différence, eh bien, déjà, c'est énorme, ça, parce que ça, c'est déjà pas de gagner, hein, l'histoire de l'acceptation de la différence. Ça peut passer des années là-dessus, hein, de cesser d'être dans des luttes de j'ai raison, t'as tort et je veux te changer. Hein. Et après, on va passer à ce qu'on appelle la phase des retrouvailles. Les retrouvailles, c'est justement, on s'accepte et donc on se retrouve dans quelque chose de plus goûteux, de plus tranquille aussi, de plus agréable, de plus confortable. On arrête de se faire la guerre, voilà. On est dans quelque chose de beaucoup plus paisible et on est même heureux de se complémenter. Hein, voilà. Les retrouvailles, ici il va y avoir aussi une forme d'engagement, hein, vraiment on arrête de se regarder en chien de faïence et de se dire je te fais confiance, je te fais pas confiance. Il y a vraiment l'engagement qui est ok, on est vraiment en couple et on est parti pour cette aventure sur probablement du long terme ou pas, on n'en sait jamais rien, mais on est engagé vraiment, on est impliqué dans la relation à ce moment-là vraiment, parce qu'il y a une forme de paisibilité qui arrive aussi. Hein. Et le 5e stade, quand il est possible d'y accéder, parce que ça c'est l'ultime, c'est le top du top, c'est la crème sur le gâteau, c'est ce qu'on appelle le lyrique, hein, le lyrique, ou aussi appelé la grâce, ou appelé, c'est les couples qui vont servir d'exemple aux autres par exemple, hein, qui sont vraiment porteurs de quelque chose de l'ordre du gracieux, du lyrique. Donc c'est... on est dans la communion, on est dans quelque chose on a des projets ensemble, on est vraiment dans quelque chose de paisible et on est dans la différence et on s'accepte dans la différence. Et alors là, il y a quelque chose du divin qui nous relie et c'est juste magnifique, voilà. Alors évidemment, vous imaginez bien que ça ne reste pas scotché là tout le temps, hein, qu'on ne reste pas dans le lyrique ad vitam aeternam, qu'évidemment on repasse sans arrêt d'une phase à une autre. Hein, à repartir de la fusion et ça repart on se fait la guerre, on se confronte, etc. Il n'y a jamais une phase qui est stabilisée jusqu'au bout du bout. Hein. Mais elles sont à rencontrer éventuellement si on passe les étapes. Parce qu'il y en a qui ne vont pas passer les étapes. Il y en a qui vont croire que la relation amoureuse, le couple, c'est que de la fusion. Donc dès que le moment fusionnel s'arrête, hop, ils se disent « Oh là là, moi je ne veux pas passer, qu'est-ce que c'est l'affaire là, c'est la galère. Je vais rompre ou je vais m'arranger pour me faire quitter et je vais repartir dans une autre relation fusionnelle et je vais faire que de la fusion sur fusion parce que je suis ici shootée à la fusion, c'est le shoot à l'état amoureux. Hein. Donc c'est les éternels Peter Pan, j'en ai déjà parlé. Hein. Donc c'est je préfère ne pas grandir et faire que de la fusion toute ma vie. J'ai pas envie de me taper le reste, c'est trop galère ici, là c'est compliqué pour moi, laisse tomber, hein, je vais pas y arriver. Donc restons des amoureux de l'amour et de l'éternelle fusion. Voilà, donc je vais passer d'une fusion à une autre, un an et demi, après... Voilà, donc il y en a qui font ça, et puis il y en a qui se mettent à avancer, voilà. Mais il y a moins de désillusions quand vous êtes au courant
qu'il y aura le meilleur et le pire. Et qu'il y aura forcément des étapes de désunion, hein, de désaccord, de confrontation, parce que ça va exister et c'est pleinement vivant de se mettre en colère contre l'autre aussi. Il ne s'agit pas de lisser, d'arrêter d'être en colère, il s'agit de le vivre à fond. Et un autre ingrédient que je vais vous donner maintenant, ok d'être en colère, ok de ne pas être d'accord, on a le droit, on a tous les droits, mais ok aussi pour laisser les nuages passer. C'est-à-dire, alors ça c'est un autre ingrédient que je vous donne dans la recette de cuisine hein, de ce soir, c'est ne pas s'agripper. Ne pas s'agripper au contentieux, s'il y a contentieux. Ok, on est fâché, on n'est pas d'accord, on se met sur la tête, on peut même jouer à se mettre sur la tête, c'est pas très grave, il n'y a rien de grave s'il n'y a pas de violence, hein. Mais on ne s'agrippe pas. Parce que si on commence à s'agripper et à bouder et à revenir et à ressasser, oui, je sais que tu es comme ça, je te l'ai dit et tu me l'as dit, et 3 jours après on y revient sur la même scène d'il y a 3 jours, et ça recommence, et ça refait un tour, et ça refait un tour, l'autre il veut rien lâcher quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est toujours dans des luttes de pouvoir. Je veux avoir raison et je veux rester là-dessus quoi. Je veux surtout pas lâcher, alors que ce qui est intéressant dans les épisodes de colère, c'est ok, on n'est pas d'accord, ok, on peut même voilà, être vraiment en désaccord, mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'accrocher. Après, c'est pas la peine de s'agripper là-dessus et d'en parler pendant 107 ans. Hein. C'est passé, c'est passé. Est-ce que je peux laisser le nuage passer pour laisser circuler, ou est-ce que je m'agrippe à mon nuage et je ressasse et je rumine et j'arrête pas de reparler ça, et 10 ans après j'y suis encore en train de dire oui, tu te souviens, il y a 10 ans ma chérie, on avait vécu ça, tu m'avais dit ça, c'est jamais passé en fait. Donc il y en a qui stockent et qui accumulent des contentieux les uns derrière les autres, les uns derrière les autres. Et évidemment, ils s'étonnent qu'ils font des couples qui dysfonctionnent. Bah oui, forcément, parce qu'ils s'agrippent. Ils s'agrippent au contenu. Hein, donc, ce qui est dommageable pour moi, c'est de s'agripper au contenu, plutôt que d'être dans l'énergie de la colère, l'énergie du désaccord. C'est une émotion, la colère. Donc, c'est quelque chose de vivant. Donc ça circule. Le contenu, à la limite, on s'en fout. On n'est pas d'accord sur ça, on a le droit, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Mais est-ce que vous êtes capable de vous décrocher du contenu pour laisser circuler, ou est-ce que vous préférez accumuler des contentieux et vous agripper au contenu pour le ressortir demain, après-demain, dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, et donc étiqueter votre partenaire. Il est comme ça, je le connais. Il ne peut pas être autrement que comme ça. Il m'a fait ce coup-là, et je lui en veux, et je lui en voudrais jusqu'à la fin des temps. Parce que c'est ça qui se passe, en fait. Hein. Il m'a trahi, il m'a fait ce truc-là, j'ai scotché je l'ai en mémoire, et je m'agrippe, et je m'agrippe, et je m'agrippe. Évidemment, si vous ne laissez pas circuler, eh ben, vous allez vous agripper. Et s'agripper, c'est une bonne manière d'endommager vos couples. Parce que d'accumuler et d'alimenter les contentieux, c'est très très dommageable pour le couple, puisque vous ne laissez pas l'autre aller dans autre chose, aller dans une forme de différence. Il ne peut pas changer, il ne peut pas grandir, il ne peut pas évoluer, puisque vous l'avez collé à un contentieux sur la tête. Voilà, donc c'est juste pas possible. Mais rendez-vous compte de ça. Hein. Je vous le dis, parce que ça, c'est les coups classiques où les gens ressassent des choses d'il y a 3 ans, 2 ans, 10 ans, et projettent ça sur le partenaire, et ils veulent le voir comme ça, ils l'enferment dans un schéma. Et une fois qu'il vous a blessé, hop, il est comme ceci, il est comme cela, et vous ne lui donnez pas l'opportunité de changer, ni à vous, ni à lui. Donc ça ne fluidifie pas la relation d'être dans l'accumulation des contentieux. Donc ça, c'est une chose importante. Est-ce que je peux laisser les nuages circuler, les vivre pleinement? On a le droit de ne pas être d'accord, mais de les laisser passer. Hein, ce n'est qu'un nuage qui passe, et on peut s'amuser. Un autre ingrédient que je vous donne aussi, que j'aime bien, que j'utilise moi dans mon couple, c'est quand on est fâché, parce qu'on n'est pas toujours d'accord. Alors quand on est d'accord, c'est super, bon, alors c'est la joie, le partage, la complicité, c'est génial. Mais il y a des moments où on n'est pas d'accord, on n'est même pas d'accord du tout, et des moments où on est très fâché contre l'autre, parce qu'il nous blesse, il nous heurte, il ne va pas dans le sens de nos attentes, il nous fâche. Donc un truc que je peux vous donner, c'est de surjouer le trait. Donc c'est de ne pas vous prendre au sérieux, parce qu'en général, on est très sérieux les uns les autres, on s'y croit, quoi. Hein. Et donc, si vous êtes capable de surjouer le trait qui est apparent, par exemple, je suis fâchée contre toi parce que tu fais jamais la vaisselle, tu me laisses toujours tout faire, il y en a marre, c'est toujours moi ta bonne, bon, truc classique, hein. Tu ranges pas tes chaussettes, bon bref. Et donc, surjouer, c'est exagérer le trait. Comme si vous étiez dans un rôle d'acteur et vous en rajoutez, quoi.
Donc on surjoue l'excité du ménage là qui ne supporte pas. Voilà, vous surjouez. Et en surjouant, c'est-à-dire que vous prenez à distance, vous êtes moins collé au contenu et vous êtes plus dans je ne suis pas ça, quoi. Je peux m'amuser à être hyper fâché, mais quelque part au fond de moi, je sais très bien que je ne suis pas si fâché que ça. Vous dégagez du contenu, de la forme que prend votre colère à ce moment-là, parce que sinon vous êtes trop dans le contenu et vous n'avez pas de distance. Hein, voilà, donc surjouer, c'est aussi une manière de s'amuser, et vous pouvez le faire à deux. Hein, moi, je le fais avec mon compagnon. On s'amuse à être vraiment très très fâché, on se met des pains et voilà, et puis ça passe, quoi. Parce que parce qu'on joue comme des enfants, en fait. Parce qu'on joue comme des enfants. Et c'est vu comme ça, en fait. C'est moins sérieux que si vraiment on est là, oui, c'est très grave, ce que tu me racontes, ton point de vue, mon point de vue. Alors on se prend vraiment au sérieux et on dramatise tout. Donc surjouer, c'est une manière d'arrêter de dramatiser, c'est une manière de relativiser et d'exagérer le trait comme un rôle d'acteur, en fait, hein, en ne se prenant pas vraiment pour l'acteur. Voilà, ça c'est une astuce que je vous donne, que j'utilise, qui est assez rigolote. Parce que la plupart des couples, bien souvent, ils se prennent la tête et ils n'arrivent pas à rentrer dans l'espace du ludique. Et ça aussi, pour moi, un des ingrédients majeurs qui fait le succès des couples, enfin, le succès, ça veut dire qu'ils le vivent de manière agréable et confortable, c'est de pouvoir partager du ludique. Et l'espace du ludique, c'est surtout accessible aux enfants petits et c'est perdu pour les ados et les adultes. Dès qu'ils rentrent dans la vie, tout ça, on leur inculque que c'est pas bien de se marrer tout le temps, faut pas trop rigoler, bon, un peu mais pas trop. Et donc les adultes, ils arrivent dans des couples où ils rigolent plus. Voilà, et donc c'est dommageable. Donc c'est important de voir de quelle manière vous insufflez l'énergie du ludique dans vos couples. Comment vous vous y prenez? Posez-vous la question. Hein. Comment vous y prenez pour être créatif, pour être inventif, pour vous amuser, pour vous éclater avec votre partenaire, y compris des partenaires anciens. Hein. Je ne vous parle pas du partenaire, le dernier qui vient d'arriver au magasin. Hein. Je vous parle d'un partenaire avec qui vous vivez depuis, vous relationnez depuis des années, quoi. Comment j'insuffle du ludique? Et comment je prends la responsabilité d'insuffler du ludique? Ça aussi, c'est un autre ingrédient, c'est je suis responsable à 300% de tout ce que je vis. Donc si je me plains que l'autre n'est pas rigolo, ne sait pas me faire marrer, c'est parce que tout simplement je suis responsable de ne pas créer ça. Pourquoi est-ce que je ne prends pas ma responsabilité dans l'histoire? Pourquoi est-ce que je ne proposerais pas des jeux, j'inventerais pas, je ne ferais pas des propositions pour m'amuser avec lui sur des choses que j'aurais jamais eu l'habitude de faire ou l'idée de faire, hein. Donc la responsabilité aussi, c'est un autre ingrédient, après le ludique, hein, à inventer, créer des espaces de jeu où on s'amuse. Et là, vous pouvez tout inventer, hein, tout est possible. Hein. Mais encore faut-il avoir l'idée d'être dans le ludique, hein, et avoir vraiment l'intention d'aller dans le ludique. Voilà. Parce que ça rend vivant, hein, il y a de l'énergie dans le ludique. Hein. Et ce que je disais, c'est prendre l'entière responsabilité de tout ce qu'on vit. Ça aussi, c'est un autre ingrédient qui est important pour que les couples fonctionnent. C'est de se sentir responsable de tout à 300%. C'est-à-dire, je suis responsable de mes pensées, de mes émotions et de mes actes. J'arrête de... Ça, c'est important parce que la responsabilité, c'est le principe de l'autonomie chez l'adulte. Hein. Se sentir responsable de tout ce qui se passe pour lui. C'est-à-dire, j'arrête d'être la victime et j'arrête de me plaindre, parce que le nombre de couples qui se plaignent, ah oui, c'est à cause d'elle, c'est à cause de lui, il me fait ceci, il me rend malheureux, il me rend malheureuse, nanani, rien qui pleure. Alors, pleurer, c'est une chose, ça s'appelle pleurnicher derrière à un certain moment. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas maltraitées. Hein. Je ne suis pas en train de dire ça. Hein. Je ne suis pas en train d'exclure qu'il y a vraiment des personnes qui sont vraiment victimes de personnes, enfin qui sont victimes. Hein. Mais si je vois que je suis malheureux avec quelqu'un, comment je m'organise pour arrêter de me maintenir là-dedans? Comment j'en prends la responsabilité, hein? Donc être responsable, c'est être responsable de ses émotions. Si je commence à être triste ou à être affectée, je m'approprie mon émotion. Elle est à moi, c'est moi qui la vis. L'autre, il est stimulus. Mais c'est moi qui perçois ça dans mon champ de conscience. Et qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je vais rester coulée sous les cailloux? Est-ce que je vais au contraire me dire, attends, peut-être qu'il faut que j'arrête et que je fasse différemment, quoi, hein? Donc ça, je suis responsable de mes émotions, de mes actes et de mes pensées, de mes croyances aussi, hein, de mes jugements, etc. Donc prendre la responsabilité, c'est arrêter de faire porter le chapeau à l'autre, comme quoi c'est lui qui nous rend malheureux, et que s'il changeait, tout irait mieux.
C'est ça qui se passe aussi. On dit si je changeais, ça ira mieux. Non, je suis responsable de vivre ça. Mes émotions, c'est mes émotions, c'est moi qui les vis. Hein. Je vous rappelle aussi un autre postulat qui est là c'est A et là c'est B. Si B, par exemple, range pas ses chaussettes, et fait pas le ménage, et ça vous énerve parce que vous êtes un obsessionnel du ménage, moi c'est mon cas, hein, c'est pour ça que je dis ça, donc ça vient toucher chez vous, si ça vous met en colère, c'est que ça résonne sur une partie de vous, la partie obsessionnelle qui ne supporte pas ça. D'accord ? Mais quelqu'un qui n'est pas obsessionnel, le même type la même personne qui range pas ses affaires, ça fait rien. Donc en fait, on est complètement responsable, selon notre profil de personnalité, nos conditionnements, de ce qui va résonner en nous ou pas. Donc se réapproprier notre part, ça c'est à moi, hein. C'est moi qui suis malheureuse, et ça résonne sur une partie de moi et ça me rend malheureuse, mais ça m'appartient. L'autre est stimulus, il révèle ça. Et c'est la même chose pour le bonheur et pour l'extase. C'est le même principe. Si vous êtes dans une extase avec un homme ou une femme, si vous êtes un homme, bon, bref, avec un partenaire, c'est qu'il vient toucher et révéler une partie de vous qui vous met en extase. Mais lui, il n'est que révélateur, hein, il y est pour rien. Hein. C'est pas grâce à lui. Hein. C'est quelque chose qui est en vous, qui vous appartient en propre, que l'autre va stimuler. Mais c'est pas quelque chose que lui, il fait de spécial. Donc on s'imagine toujours que l'autre, il a tous les pouvoirs. Voilà, il peut nous rendre heureux, il peut nous rendre malheureux, grâce à lui ou à cause de lui, on va être heureux ou malheureux. Non, on se raconte des histoires. Il n'a pas autant de pouvoir que ça de nous rendre heureux ou malheureux. On a beaucoup plus de pouvoir qu'on l'imagine de se rendre heureux ou malheureux avec l'autre. Donc, autre ingrédient qui va avec, c'est je me rends compte que je t'utilise et tu m'utilises. Ça va avec. On est d'accord avec cette histoire-là de la responsabilité, qu'on va tous les deux s'utiliser. Et je dis ce mot parce qu'il est exprès, hein, parce que c'est un mot qui en général qui passe pas. Mais comment on s'utilise? Il n'y a pas d'amour, c'est quoi cette histoire? Eh bien si. Si vous êtes au courant que vous allez vous utiliser et que vous êtes d'accord pour vous utiliser pour satisfaire vos besoins à travers l'autre, eh bien c'est super. Parce qu'on reconnaît qu'on s'utilise l'un l'autre, et en général c'est ce qu'on fait de toute façon, qu'on le veuille ou non, mais on ne veut pas le voir parce que ça ne fait pas joli sur le CV. Voilà, ça fait pas chic de s'utiliser, ça fait manipulateur, ça fait je sais pas quoi, donc on ne veut pas reconnaître qu'on ne fait que s'utiliser. C'est-à-dire qu'on a tous des besoins, en tant qu'être humain on a des besoins d'être aimé, même pas sûr, des besoins de contact charnel, des besoins de contact de nourriture affective, on a des besoins à satisfaire. Eh bien très bien, pourquoi on ne s'utiliserait pas les uns les autres pour satisfaire nos besoins, qui sont légitimes en plus? En quoi est-ce un problème? Sauf si je veux garder ma petite image de marque jolie, moi je suis dans l'amour, moi je t'utilise pas, personne ne s'utilise, on se manipule pas du tout. Donc on ne prend pas la part de sa responsabilité. Et pareil pour la sexualité, bon, puisque je suis en train de parler ça m'évoque les histoires de sexualité, mais c'est la même chose. Je suis complètement responsable de me faire jouir ou pas en utilisant le corps de l'autre. Et c'est pas la croyance, c'est l'autre me fait jouir. L'autre est responsable de mon plaisir. Non, l'autre est responsable de rien du tout. Je suis responsable de me donner mon plaisir à travers l'autre. C'est un postulat différent. Hein, c'est complètement nuancé. Mais si vous prenez à chaque fois vous reprenez votre responsabilité, vous allez vous réapproprier votre pouvoir en main au lieu de l'attribuer à l'autre, que grâce à lui ou à cause de lui, vous êtes bien ou mal. Voilà. Et ça, c'est vraiment important. Parce qu'en général, la plupart des gens ne le font pas, donc moi je les vois arriver au cabinet en train de pleurer, se plaindre à cause de lui, alors ça dure 3 heures, à cause de lui. C'est pas faux, hein. C'est pas que c'est faux, c'est et vous là-dedans, hein, quelle est votre part là-dedans? Comment vous vous organisez pour rester avec ça? Comment vous faites pour pas vous... Qu'est-ce qui vous empêche d'aller bien en fait, hein? Voilà. Donc ça c'est une autre chose. Autre recette, ça c'est mes recettes, après peut-être vous en avez, je vous donnerai le micro pour voir si c'est les vôtres. Hein. Ah oui, après les blâmes. Donc très souvent, ce qui va aussi dénoter et qui ne va pas aider à la fluidité, c'est se blâmer, s'accuser, se faire des reproches. Parce que un peu ça va, beaucoup, bonjour les dégâts. Parce que les blâmes, c'est dire à l'autre, tu devrais pas, t'aurais dû, voilà, avec des tutu-accusations. Donc ceux qui font de la communication non violente, ils savent très bien que c'est pas terrible. Donc il faut plutôt parler en je qu'en tu qui tue, d'une part. Mais d'autre part, accuser, ça veut dire ce que je viens de dire tout à l'heure,
ça veut dire mettre la pression à l'autre et exiger. C'est-à-dire on devient extrêmement tyrannique, parce que si on lui dit t'as pas rangé les chaussettes, ou tu sais pas me faire l'amour, ça veut dire qu'on attribue à l'autre le pouvoir de nous rendre heureux déjà, et on l'accuse de ne pas être OK, de ne pas être convenable, de ne pas être correct, et surtout de ne pas être conforme à nos attentes. Et on trouve qu'on a raison, en plus. Donc une chose qui est archi dommageable, c'est que plus vous exercez une pression sur un individu, plus vous avez de chances qu'il ne vous donne pas satisfaction. C'est classique, hein, parce que plus je suis dans un genre d'exigence, plus je lui colle la pression, et moins il a envie de donner, parce qu'il sent qu'il y a une pression. Donc il n'a pas d'élan pour aller vers moi. Bah oui, c'est légitime, mais c'est pas souvent compris ça. Mais dès que vous êtes dans tu devrais, le blâme, je t'accable, je t'accuse, t'es pas correct, eh bien ça veut dire que vous n'êtes pas capable de le prendre comme il est, et vous n'êtes pas capable de gérer vos insatisfactions ou vos besoins par d'autres biais que la personne. Et de nouveau, vous attendez trop de l'autre, ou tout de l'autre. Vous espérez que l'autre vienne vous combler tous vos manques, qui vous répare, qui vous nourrisse, qui satisfasse tous vos besoins. Et c'est peine perdue, parce qu'une personne n'a jamais la baguette magique pour vous satisfaire pleinement. Sinon, ça veut dire que vous mettez tout en un, tout sur une personne, et c'est foutu. Donc ça veut dire que vous ne savez pas vous autogérer, avoir plein de stratégies, et passer par plein de biais pour satisfaire vos attentes, et pas sur une et une seule unique personne qui est censée répondre à tout pour vous. Voilà. Donc ça aussi, c'est aussi dommageable de ne pas visiter comment je m'organise pour satisfaire mes besoins, indépendamment de cette personne-là, qui peut parfois, et qui peut ne pas parfois satisfaire mes attentes. Mais je ne vais pas lui mettre la pression, parce que si je lui mets la pression, c'est contre-productif. J'ai des chances pour qu'il parte en courant, parce qu'il n'y a pas d'élan du cœur. Il va se sentir obligé de. Alors il va peut-être le faire parce qu'il veut s'adapter, parce que l'autre en face, souvent c'est des gens qui ne veulent pas être méchants, qui veulent être gentils, qui veulent ne pas me perdre. Il y a l'histoire de je ne veux pas te perdre, donc je vais m'adapter. Mais ils le font, ça ne part pas du cœur. Il le fait parce qu'il a peur, parce qu'il veut être correct, il veut être gentil, il veut te satisfaire, mais il ne le fait pas par le cœur. Donc c'est jamais une bonne affaire que d'être dans l'exigence ou dans la tyrannie de je veux que tu fasses ça pour moi, ou tu n'es pas conforme, tu devrais pas, etc. Donc faites attention à votre vocabulaire aussi, c'est les phrases que vous utilisez, que vous employez. Faites attention parce que dès que vous commencez vos phrases par tu dois, tu devrais, t'aurais pas dû, hop, c'est foutu. Vous êtes déjà plus dans je me sens, vous avez le droit de dire je me sens mal, je me sens triste, je me sens heurté. Ça c'est ok, c'est vous, ça vous appartient. Ça ne veut pas dire que vous accusez l'autre. Voilà, c'est quand même très différent entre dire je me sens mal et t'as pas rangé les chaussettes. Voilà, donc ça c'est les blâmes et les accusations. Autre chose aussi que j'avais dit, c'est de... Ah oui, ça aussi je le vois chez mes patients, c'est qu'il y a des personnes qui se maintiennent dans des postures vraiment de victimes, presque elles l'entretiennent, mais elles font rien pour en sortir. Donc à un moment donné, le couple c'est quand même pas fait non plus pour être dans quelque chose de trop inconfortable. Ça doit apporter quand même plus que de moins. Hein. Le couple, la relation pour moi, c'est fait pour se bonifier. C'est fait pour trouver un jardinier qui va cultiver mon jardin et qui va l'honorer. Et qui va me rendre capable d'offrir le meilleur de moi au monde entier. Parce qu'il cultive mon jardin. Ça ne veut pas dire qu'il répond à tous mes besoins. Ça ne veut pas dire qu'il satisfait toutes mes attentes. Ça veut dire que la relation me bonifie, ajoute du plus. Mais elle ajoute du plus parce que je ne compte pas que sur lui pour aller bien dans ma vie. Voilà. Mais néanmoins, la relation, elle est quand même faite pour cultiver le meilleur de vous-même, pour faire du plus à deux, et pas du moins. Donc si vous êtes quand même globalement, et je dis globalement, pas dans le détail, hein, pas dans une période de colère, bon on a le droit d'être en colère, mais si globalement la relation vous apporte plus de moins que de plus, à ce moment-là, ce qu'on appelle être sous les cailloux, dans un moment donné, il faut arrêter. Hein. Alors, qu'est-ce qui fait que vous restez, que vous vous maintenez dans des relations où vous pourrissez la vie? Et bien souvent, si vous regardez ce qui se passe, c'est qu'il y a des peurs derrière. Et les peurs, c'est toujours les mêmes, c'est les peurs d'être seul,
j'ai peur de la solitude, je ne vais pas gérer. Je crois que je ne vais pas gérer, ce qui est faux, en général, on gère. Mais la personne croit qu'elle n'est pas capable de gérer, que ça va être la catastrophe parce qu'elle n'est pas habituée ou qu'elle a eu des expériences petites de solitude, de détresse. Donc elle ne sait pas que la solitude peut être pleine. Voilà. Donc elle a peur, donc elle reste avec alors que ça ne lui va pas et elle reste avec une personne avec qui ça ne va pas. Ou alors on peut avoir peur financièrement de ne pas être autonome, on peut avoir peur de jamais retrouver quelqu'un de bien, voilà, on se dit oh là là celui-là il est déjà pas mal, de toute façon si j'en reprends un autre ça va recommencer puisque tout le monde est pareil finalement, il aura toujours ses défauts donc je vais passer d'un autre. Oui et non, parce que si vraiment vous êtes dans quelque chose qui vous pourrit la vie et que c'est vraiment pas agréable, si vous lâchez vos peurs, vous aurez quand même des grandes chances parce que vous allez être plus en amour pour vous-même de rencontrer quelqu'un qui va être plus en face de vous parce que vous vous aimez davantage et vous vous respectez. Vous arrêtez de fonctionner avec des personnes avec qui vous êtes en dessous de tout, quoi. Donc s'aimer et se respecter, c'est aussi une des recettes majeures, hein, je vais dire. C'est même la recette majeure pour pouvoir fonctionner en couple. Parce que si on ne se respecte pas, si on ne s'aime pas suffisamment, bah alors c'est sûr qu'on part dans la relation en étant dans la mendicité, en quêtant 3 miettes, en étant prête d'avaler tout et n'importe quoi, en restant dans des relations qui ne sont pas du tout satisfaisantes, qui ne nous mettent pas notre meilleur. Et donc on s'ensevelit nous-mêmes et on s'auto-flagelle, presque on s'auto-détruit. Hein. Donc c'est vrai que, posez-vous la question, si je reste dans une relation globalement insatisfaisante, quelles sont mes peurs en fait, en face ? Est-ce qu'elles sont réelles ces peurs ou est-ce que ce sont des peurs imaginaires ? La plupart du temps ce sont des peurs imaginaires qui sont des peurs d'enfant que je revisite à l'âge adulte et j'oublie que je suis équipée en tant qu'adulte pour passer au-delà de mes peurs. Tant pis si je suis seule, je ne vais pas mourir. Ça peut même être appréciable, ça peut être une expérience riche. Et puis si jamais je rencontre personne d'autre, eh ben, je rencontrerai personne d'autre, mais ça c'est pas sûr puisque je rencontrerai plein de gens sur mon passage. Il y a toujours quelqu'un qu'on rencontre. Donc il ne faut pas s'inquiéter, quoi. Il y a une confiance en la vie qui peut apparaître si et seulement si je commence à m'aimer vraiment, parce que si je m'aime vraiment, je vais aussi aimer la vie. Voilà, donc ça c'est drôlement important. C'est l'axe je m'aime pour pouvoir prendre soin de moi et donc relationner à l'autre à partir d'un endroit où je suis pleine de moi pour donner quelque chose à l'autre. Sinon, je pars, et je l'ai déjà dit 100 000 fois, et vous l'avez entendu ce discours, c'est pas la première fois que vous l'entendez, sinon vous partez dans la relation dans du manque, et effectivement, bah, vous allez avoir peur de le perdre, et donc ça va être dégâts sur dégâts à chaque fois, puisque dès qu'on a peur de le perdre, l'autre tout tient, on est sous son contrôle. Donc on donne le pouvoir à l'autre, et donc forcément, il nous tient parce qu'on lui donne le pouvoir de nous tenir. Voilà, tout simplement. Donc on se suradapte, on se sacrifie, on se nie, et on n'est pas qui on est, et on n'est pas joyeux. Donc globalement, quand même, la relation, elle est quand même là pour nous amener plus de joyeuseté, plus de liberté, plus de joyeuseté, plus d'élan vital. Hein. Et si vous ne trouvez pas ça, c'est que vous êtes perdu dans vos peurs, et vous ne savez pas vous dépêtrer avec ça. Donc parfois ça vaut la peine de faire un travail thérapeutique hein, pour sortir de vos peurs quand vous n'arrivez pas à les lâcher, quand elles vous collent trop à vos baskets. Autre chose aussi, c'est cette histoire de sécurité. Autre recette aussi, c'est est-ce que je suis dans un couple et mon carburant c'est la sécurité ? Ou est-ce que j'ai lâché cette affaire de sécurité et donc je vais pouvoir passer à autre chose? Parce que quand on va dans un couple pour se sécuriser, c'est là où les emmernements commencent, parce qu'on s'agrippe à un schéma de je veux ce couple-là, je veux ma famille, je veux mes enfants, je veux mon homme. Alors on est dans ma maman, hein, et donc on est dans cette affaire de possessivité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux me sécuriser en m'agrippant à un objet d'amour, en m'agrippant à un objet de famille, c'est pareil, à ma maison, à mon chien, etc. Dès qu'on s'agrippe à quelque chose, hop, comme la vie c'est l'impermanence, eh ben, vous allez visiter que la sécurité, elle n'est pas là. Vous l'aurez pas, vous l'aurez un peu, mais jamais trop. Jamais tout le temps. Parce que la sécurité, c'est juste une problématique de notre organisme biologique. Hein, nous sommes formatés sur la survie, on est des êtres biologiques, et donc on est formatés pour
pour survivre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est orienté sur la sécurité ou le danger. D'accord? Mais cette histoire de survie, ce mode de survie, dans la relation amoureuse, est-ce qu'un jour vous allez la quitter ou est-ce que vous allez passer votre vie à être dans le mode survie? Parce que la survie, c'est pas la vie. La survie, c'est le cerveau reptilien, c'est le cerveau des réflexes. Donc je m'agrippe à ce que j'imagine qui va me donner de la sécurité. Donc je vais être dans la possessivité. Et là, je vais tenir l'autre, je vais le contrôler, je vais vouloir le contrôler, je ne vais pas pouvoir le lâcher. Et dès que ça frise un peu, il y a quelques problèmes, je vais m'agripper. Et je vais avoir peur de le perdre. Et là, c'est foutu pour vous. Hein, parce que là, il n'y a aucune joyeuseté là-dedans. Vous êtes dans une prison de la sécurité. Il n'y a pas de créativité, il n'y a que de la sécurité. Donc regardez où vous en êtes. Il n'y a pas de jugement non plus négatif à avoir. Hein. On est fabriqué pour la sécurité. Donc regardez si vous êtes toujours dans cet équipage ou est-ce que vous êtes passé à la vie, c'est-à-dire vous avez lâché votre besoin de sécurité et que vous êtes OK que le couple peut ne pas durer et s'arrêter à tout instant. Même s'il est génial, même si c'est un couple que vous aimez beaucoup, à tout instant, ça peut se déconstruire. Et est-ce que vous êtes partant? Et est-ce que vous êtes OK pour être dans ce postulat-là, qu'à tout moment, tout peut s'arrêter et la vie continuera. Et il n'y aura pas mort d'homme, et il n'y aura pas forcément d'effondrement. Ok, il y aura de la souffrance à la séparation, comme dans toute séparation, parce qu'il y a un deuil à faire, mais c'est ok, mais ça apparaît, ça disparaît, les choses vont et viennent. Est-ce que vous êtes partant pour jouer ce jeu de la vie, ou est-ce que vous êtes plus dans je veux ma sécurité, et je m'agrippe, et à chaque fois je me prends des murs et des râteaux, parce que dès qu'on s'agrippe à la sécurité, hop, à chaque fois, vous allez pleurer que l'autre il répond pas, bah oui, l'autre il répond pas parce qu'il est pas, c'est pas le même que vous, parce que l'autre il vous donne pas ça, l'autre il fait pas ça, bah oui, il fait pas ça, mais c'est parce que simplement vous êtes sur la sécurité. Donc, est-ce que vous pouvez changer de régime ou pas? Et ça, c'est à voir. Si vous n'arrivez pas à changer de régime, c'est qu'il y a encore trop de blessures du passé qui affluent à la surface et il faut faire un peu de nettoyage des blessures du passé pour passer de la survie à la vie. Mais c'est pas possible tout le temps, enfin ça a l'air facile, c'est pas si simple cette affaire-là, mais c'est vraiment un autre voyage que de jouer le mode de la vie, c'est-à-dire de partir sur le principe de l'impermanence, que tout peut s'arrêter à tout moment et c'est pas grave, parce que ça donne de la légèreté dans le couple. Vous mettez moins la pression sur l'autre, vous mettez moins la pression pour que ça marche, parce qu'il n'y a rien qui est si grave que ça. Et même s'il disparaît, et alors? Et après? Hein, voilà. Donc ça vous laisse beaucoup plus de marge, de liberté, d'espace de tranquillité surtout. Hein. Il n'y a rien, il y a moins de quelque chose de dramatique ici. Autre recette aussi que j'ai déjà explorée, que j'aime bien, c'est faire circuler les petites marques d'attention, de tendresse, les petits gestes du quotidien qui déploient de l'énergie douce, d'accord, quelque chose comme ça. Hein. Les petites attentions, voilà. C'est-à-dire comment vous pouvez mettre votre attention dans ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les signes de reconnaissance positifs. Donc c'est les caresses verbales et physiques. Sous des petites paroles, des marques d'attention, alors peu importe, hein, mais avec votre style, mais être vigilant sur le fait de toujours faire fleurir et cultiver le jardin, le vôtre et celui de l'autre, et donc d'entretenir ces marques de tendresse dans les petits gestes du quotidien. Voilà. Donc ça, c'est juste énorme, parce que faire circuler, mettre son attention là-dessus, il y a des moments où on n'en a plus envie. Il y a des moments où on se détourne du couple, ou je sais pas, ou alors on est mal en soi, ou on en veut à l'autre, et donc on oublie combien c'est important de refaire circuler par des petites marques d'attention et la tendresse. Voilà. Et donc ça, ceux qui sont capables de faire vivre ça et de l'entretenir, ça refait circuler l'énergie toujours et encore. Plutôt que de passer votre temps à mettre votre attention sur les signes de reconnaissance négatifs, c'est-à-dire les reproches, ce qui ne va pas bien, ce qui dysfonctionne, voilà. C'est plus facile de pointer ce qui ne va pas bien que de pointer ce qui va bien. Donc faites attention, parce que des fois les couples n'ont plus d'énergie dans le moteur, parce qu'ils ne passent leur temps, et je l'ai dit tout à l'heure, à s'accabler, à se faire des reproches et à visiter que ce qui ne va pas bien. Donc c'est drôlement important, quand ça commence à aller mal, quand vous êtes dans les désaccords, de penser à revenir à faire circuler tout ce qui est positif, tout ce qui est attention, tendresse, encouragement, valorisation, etc. Parce qu'on en a besoin.
on a besoin d'être valorisé, on a besoin d'être encouragé. On n'a pas été encouragé enfant à la hauteur de nos besoins, aucun d'entre nous. Donc on a vraiment besoin d'avoir un autre adulte en face qui prenne soin de nous, qui nous répare. Et de le reconnaître, et de faire ça aussi pour lui. Hein, d'être vraiment soutenant, encourageant, d'être dans la tendresse, et pouvoir shifter de « ouais, je t'en veux, tu m'as fait chier, et maintenant je t'aime ». Voilà, c'est passer d'un moment à un autre, d'une énergie à une autre, et toujours, est-ce que j'ai l'énergie pour remettre et refaire circuler quelque chose de positif? Parce que derrière le jeu des formes, le jeu des nuages, est-ce que dans le fond, vous pouvez rester stable dans l'amour que vous avez pour cet être-là, qui est un amour, je dirais plutôt inconditionnel, hein. Je t'aime quelle que soit la forme que tu prends. Hein, donc même quand tu m'agaces, c'est une forme parmi tant d'autres. Et je ne t'aime pas que parce que tu me fais du bien, je ne t'aime pas que parce que tu es souriant et attentionné à mon égard, je t'aime aussi, quelle que soit la forme que tu prends et la couleur que tu prends. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qui peut rester stable derrière toutes vos émotions, vos perturbations pour cet être-là? Ça, c'est à regarder aussi. Hein. Voilà. Et ça, c'est l'amour éternel. Hein. Si vous arrivez à ça, vous êtes dans l'amour éternel pour cette personne. C'est-à-dire que quoi qu'elle fasse, même si la relation ne perdure pas, même si elle change de forme, même si elle évolue, cette relation, et je vous souhaite qu'elle évolue, et que vous soyez inventif, eh bien, vous pouvez rester dans une forme d'amour, quelle que soit la forme qu'elle prend dans cette réalité-là. Hein. Voilà. Autre chose aussi, quelque chose que je fais des fois, c'est, il y a quelque chose qui me manque dans la relation. Par exemple, je pointe, tiens, je manque de caresses, par exemple, hein, ou de soutien. Eh bien, plutôt que d'être dans j'attends, hein, parce que plus on est dans l'attente et plus on est dans la mendicité et dans l'exigence et la tyrannie de l'exigence, ça serait pas mal de donner à l'autre, ça c'est une piste, hein, de donner à l'autre ce qui vous manque le plus. C'est-à-dire, au lieu d'être dans j'attends, bah, vous donnez. Vous donnez ce qui vous manque. Voilà. Essayez. Un jour, essayez juste une idée comme ça. Essayez de percevoir ce qui me manque le plus maintenant. Et au lieu d'être là dans la frustration complète, eh ben, je donne ce qui me manque. Et vous regardez ce que ça fait. Voilà. C'est un exercice hein, de style, mais essayez de voir. Bon. Autre idée, j'en ai plein. Hein. Ça fait je ne sais pas combien de couples que je fais, donc à chaque fois, je développe plein d'idées, j'expérimente plein de choses. Et mes couples sont toujours plus joyeux les uns derrière les autres. Ah oui, en parlant de ça, il est certain que vous aurez affaire à des moments difficiles, ce qu'on appelle la dualité. Donc il y aura le meilleur et le pire, et il y aura des moments pas agréables. Ça, j'en ai déjà parlé. Est-ce que vous êtes OK pour embrasser la dualité? C'est-à-dire vouloir les deux, être d'accord pour vouloir les deux. Je veux aussi bien le meilleur et le pire. Je suis d'accord pour vivre cette aventure. Parce que sinon, on veut que le bon et on ne veut pas le mauvais. Voilà. Et c'est comme ça que ça commence les ruptures. Hein. Est-ce que je suis d'accord de passer les obstacles? Pour moi, la confiance, et je l'ai déjà dit, mais je le redis, hein, parce que ce n'est pas toujours les mêmes qui viennent, la confiance, elle n'est pas dans la sexualité, elle n'est pas dans... je ne sais même pas sur quoi on place la confiance. Pour moi, la confiance, elle est dans la persévérance. Elle est dans la capacité, ce que je viens de dire, d'embrasser la dualité, d'embrasser les moments qui vont être heureux, joyeux, et les moments qui ne le seront pas. Dans la mesure où je ne suis pas sous les cailloux, évidemment. Hein. Si la relation est trop pourrie, il faut l'arrêter. Mais dans la mesure où, globalement, c'est une relation qui vous enrichit et qui vous nourrit, est-ce que je suis d'accord pour prendre l'ensemble? Parce qu'il n'y aura jamais l'un sans l'autre. Il n'y aura jamais que des moments joyeux et il n'y aura jamais que des moments des pires. Il y aura toujours l'un et l'autre. Il n'y a jamais l'un sans l'autre. C'est pile et face et il y aura pile et face. Donc si je pars dans un couple mature, est-ce que je suis d'accord et partante pour vivre cette aventure de la dualité, de la joyeuseté et de la difficulté et de la perturbation et de la frustration, et en même temps il y aura des fois de la plénitude et il y aura de tout. Donc est-ce que je suis partante pour l'ensemble ou est-ce que je veux que le bon, et dès que l'autre commence à me faire chier, je le vire et je l'éjecte ou j'en veux pas. Voilà. Je le dis comme ça parce que c'est souvent violent. Je le dis avec ce terme-là parce qu'il y a beaucoup de violence à vouloir que le bon et pas le mauvais. Et encore une fois, je répète que c'est pas attention au curseur, il ne s'agit pas d'être complètement
parasité par une relation qui est toxique. Hein. Mais c'est globalement quand la relation est bonne, alors à ce moment-là, est-ce que je peux être d'accord pour vivre l'ensemble, hein, passer de quelque chose à autre chose, plutôt que de vouloir que du bon et m'illusionner d'ailleurs. Hein. Le couple est porteur d'attentes illusoires. Le couple romantique, hein, de notre époque est complètement porteur d'attentes illusoires. On attend trop du couple, donc on est déçu parce qu'on y attend trop. C'est le mythe du bonheur. Et nos grands-mères, j'ai démarré par ça tout à l'heure, elles attendaient moins le bonheur et donc elles restaient plus longtemps en couple. Elles étaient moins déçues parce qu'elles s'y attendaient, c'était prévisible qu'il y aurait des moments difficiles et du coup ça passait mieux. Nous, on est dans l'ère de l'épanouissement, on est dans l'ère de... on veut s'épanouir au sein du couple absolument, on veut se faire grandir, on veut ceci, cela, on veut tout. Et on veut tellement qu'on est archi déçu. On veut trop, on attend trop, on demande trop au couple de nous rendre heureux. Et on veut trop être heureux tout le temps, comme si la vie pouvait nous rendre heureux toute l'année, tout le temps, 300%, pour un oui, pour un non. C'est juste pas possible, quoi. Juste pas possible. Il y a tout et son inverse. Donc vous aurez des bons moments, vous aurez des moins bons moments. Si vous avez les moyens d'appuyer sur les bons leviers pour faire en sorte que ça change, utilisez-les. Utilisez les techniques de communication non violente, utilisez la thérapie de couple, utilisez les projets ensemble, utilisez des voyages, utilisez tout ce que vous avez à portée de main. Mais sachant que c'est limité. Il n'y aura jamais d'ingrédients magiques, il n'y aura jamais quelque chose qui va vous libérer complètement de passages difficiles dans le couple, dans la relation. Jamais, en aucun cas. Il y aura toujours des frustrations, il y aura toujours des déceptions. Hein. Donc, ok, eh ben, je peux être tranquille avec ça et me détendre et accueillir l'ensemble. Et à ce moment-là, je vais former un couple mature parce que je vais persévérer. Et la confiance, pour moi, je le disais, elle est dans cette compétence à rester dans le bateau du couple, à ne pas se barrer au moins de problèmes et à dépasser les obstacles ensemble, à rester dans ce que j'appelle la fidélité au lien. On voit venir, on avance ensemble, pas à pas, il y a des fois on a envie de se rejeter, des fois on s'aime, des fois on s'aime plus, etc. Est-ce qu'on peut rester ensemble si ce n'est pas une relation toxique, hein, mais est-ce qu'on peut quand même évoluer, grandir ensemble et admettre que c'est toujours possible de changer, que tout est toujours possible, à tout instant le changement est possible si j'arrête de projeter des contentieux sur l'autre, parce que je dis que je le connais, que je sais qu'il est comme ça, et donc je ne lui permets pas d'être autrement. Je ne permets pas le neuf d'arriver. Donc une autre recette que j'utilise, qui est une clé du tantra, hein, j'anime aussi des stages de tantra, c'est regarder l'autre comme si c'était la première fois. Donc ça c'est une clé qui est magnifique, c'est une pratique qui n'est pas simple parce qu'il faut le faire, donc c'est pas évident, c'est une pratique et une posture. Ça veut dire à chaque fois que vous le regardez comme si c'était toujours la première fois, comme si vous ne l'aviez jamais vu, ou toujours la dernière fois, c'est pareil, toujours la première ou la dernière fois. Donc je le regarde d'un œil neuf, comme s'il naissait à moi, et donc... comme la grâce d'un enfant, hein, je le regarde avec émerveillement, comme si c'était la première fois que je le voyais. Et donc j'arrête de projeter ma mémoire du passé, ma mémoire des contentieux, de ce que je crois savoir sur lui. Je ne connais pas cet individu. Et au fond, vous savez comme moi qu'on ne connaît jamais personne. Déjà, on ne se connaîtra jamais soi-même à fond, jamais. Et on ne connaîtra jamais l'autre, même si ça fait 15 ans qu'on le voit, tous les jours. Non, ça c'est faux. Donc est-ce que vous pouvez donner à l'autre cette inspiration de l'émerveillement, hein, de la grâce, hein, qui nous anime, qui est « je ne te connais pas, tu es toujours un individu neuf à mes yeux ». Et ainsi, je peux faire vivre quelque chose presque de l'ordre de la magie, hein, comme les enfants le font. Ils le font très bien, eux. Nous, on ne le fait plus très bien, mais eux, ils le font très bien. Donc, ne pas garder ces anciennes rancœurs du passé pour projeter du neuf à chaque fois. C'est quelque chose d'assez magique et c'est une compétence à développer. Voilà. C'est un chemin pratiqué, c'est une compétence à développer. Essayez, c'est comme si vous regardez la prochaine fois, là, si vous êtes en couple, hein, regardez votre partenaire et regardez-le comme si vous ne l'aviez jamais vu. Jamais. La première fois qu'il arrive devant toi, il est frais, il est neuf, il est vierge, tu ne l'as jamais vu. Et regardez si ça change quelque chose dans votre expérience. Qu'est-ce qui se passe quand vous le regardez sous cet angle-là?
Et regardez qu'est-ce qui se passe quand vous le regardez avec le langue, je le connais, ça fait 20 ans que je le côtoie, je le connais par cœur, je sais toutes ses habitudes, je le connais. Voilà, regardez la différence. Faites l'expérience, juste faire l'expérience. Et vous me direz, hein, parce que je suis toujours intéressée pour vos feedbacks. Autre chose aussi qui est intéressant quand vous vous mettez en couple, et même si c'est un couple ancien, c'est de vous poser la question, au fond, pourquoi je suis en couple ? Qu'est-ce que je vise? Bah oui, pourquoi ça c'est une question que je pose souvent en thérapie de couple. Mais vous êtes ensemble pourquoi au fond? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Donc pourquoi vous êtes ensemble? Qu'est-ce qui vous mobilise à rester ensemble? Est-ce que c'est sur un projet? Est-ce que c'est quoi qui fait que vous restez ensemble? Très souvent les gens ils savent pas. Hein. Oui, on partage des activités, c'est sympa. Bah oui, pourquoi pas. Enfin bon bref. Hein. Ah bon, vous restez ensemble parce que vous aimez bien faire la même chose. Bon. Oui, bah on est ensemble parce qu'on fait une famille. Bon, bah très bien. Ok. Il y a que ça. Oui, bon bah très bien. Alors, est-ce que vous êtes au clair sur les raisons qui font que vous restez dans un couple? Qu'est-ce qui motive à faire couple? Et pourquoi c'est mieux de faire couple que de pas faire couple? Voilà. Bah, posez-vous la question. Est-ce que c'est une représentation que vous a donnée la société, comme quoi c'était mieux de faire un couple parce que tout le monde en fait et que ça fait chic sur un CV? Ou est-ce que c'est parce que vraiment il y a quelque chose qui vous porte dans ce couple, qui est quelque chose d'unique dans ce couple-là? Voilà. Qu'est-ce qui vous mobilise? Qu'est-ce qui vous porte dans ce couple? Pourquoi vous êtes ensemble? Donc ça c'est vraiment une bonne question. Et demandez à l'autre s'il partage la même opinion que vous, quoi. Voilà. Et qu'est-ce qui motive le couple à être ensemble? Ça peut être aussi la question de ce sur quoi on se cimente. Il y a des couples qui sont cimentés sur la famille. Donc ils font papa, maman, les enfants. Et d'ailleurs, dès que papa, maman, les enfants, enfin dès que les enfants grandissent, hop, là, le couple en fait il se dilate parce qu'ils étaient cimentés sur la famille. Hein. Ça fait ça souvent. C'est pas vraiment un couple, hein, ça, c'est un couple, enfin c'est une forme de couple, c'est un couple famille, quoi. Mais entre eux, il n'y a pas d'intimité. Parce qu'un couple se déploie aussi par l'intimité qu'il y dépose. La notion de l'intimité, hein. Je vais revenir là-dessus, c'est très important. Mais les couples qui ne sont pas cimentés sur l'intimité sont cimentés par exemple sur la famille, mais ils tiennent moins, il n'y a pas vraiment d'élan et de goût à être ensemble. Dès qu'il n'y a plus les enfants, bon, bah, pourquoi on est ensemble, quoi, hein. Y a des couples qui sont cimentés sur la sexualité. Donc dès que ça chauffe un peu, paf, ils reviennent à la passion sexuelle et ça remet de l'huile dans le moteur. Voilà, donc c'est leur ciment, on va dire ça comme ça, et pourquoi pas. Mais il y a une intimité qui n'est pas à un autre endroit, sur un autre plan. Mais ils sont cimentés là-dessus. Il n'y a pas forcément quelque chose à faire de mieux que ça, hein. C'est juste à regarder à quel endroit votre couple est cimenté. Voilà. Autre ciment, ça peut être la tendresse, le cœur. Hein, on peut être cimenté sur le cœur à cœur, c'est-à-dire l'affectif. Voilà, la relation est bonne, elle me nourrit, j'y trouve de la tendresse, j'y trouve de l'échange, j'ai du plaisir à être avec. Voilà. Et donc là, la relation, elle est plus sur filia, elle est plus sur de cœur à cœur. Donc ça, c'est une autre forme de relation. Elle est cimentée là-dessus. Mais ça va des fois manquer de passion, de charnel ou autre chose. Il peut y avoir des relations qui sont cimentées sur la sphère spirituelle ou intellectuelle aussi. Hein. On va partager à un niveau intellectuel voilà, nos systèmes de valeurs. Ça peut être cimenté aussi là-dessus, où on est plus intérêt, on est deux chercheurs spirituels qui se rencontrent. Et c'est un peu mon cas d'ailleurs, mais ma relation n'est pas cimentée là-dessus. Et donc voilà, donc on fait des étincelles à l'endroit où on aime la communion, où on aime l'union des âmes et des cœurs. Voilà, on fait ça ensemble. Donc regardez qu'est-ce qui mobilise et qui vous cimente, ça c'est intéressant de regarder aussi. Et est-ce que vous avez envie de faire évoluer ça ou pas? Est-ce que vous avez envie de faire descendre votre relation dans d'autres plans que vous n'avez pas encore visités? Parce que la relation, elle peut descendre à d'autres plans. Hein. C'est pas parce que vous êtes cimenté papa, maman, les enfants que vous devez y rester. Hein. Donc qu'est-ce que vous avez envie de faire grandir dans votre couple, de changer, de faire évoluer? Et ça, c'est une question qui peut être intéressante de partager à deux et d'en parler ensemble comme ça. Je vais revenir sur l'intimité. Parce que l'intimité, c'est un concept qui est extrêmement important dans un couple. Parce que pour moi, s'il n'y a pas d'intimité dans le couple, bah, il ne se passe pas grand-chose en fait. C'est un couple sans en être un. C'est un couple un peu appauvri. Alors la définition de l'intimité, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est bas les masques. C'est je peux être dans la nudité, dans mon dépouillement, dans mon authenticité, parce que en face, je sais que tu es bienveillant.
Je sais que tu ne vas pas me martyriser, ne me persécuter, tu ne vas pas me juger. Et donc, je peux me sentir accueillie par toi tel que je suis. Donc, je peux me présenter à toi dans toutes mes parties de moi et dans la plus grande nudité que je suis. Voilà. Et donc, ça, bas les masques, cette intimité, c'est ce qu'on cherche tous. Et c'est ce dont on a le plus profondément besoin dans la relation. Et c'est souvent ce qu'on n'ose pas, parce qu'on a trop peur d'être jugé, on a peur que l'autre, on s'est senti une fois trahi, donc on se dit plus jamais avec lui, etc. On fait ce que j'ai dit tout à l'heure, on n'arrive pas, on génère des contentieux, voilà. Donc c'est important de voir comment vous vous arrangez pour faire vivre l'intimité dans votre couple, comment vous osez l'intimité, et comment vous prenez le risque de ça. Parce que si vous ne vous le donnez pas à vivre, personne ne va vous le donner à vivre. Personne. Il n'y a que vous qui puissiez vous autoriser à dire je me mets à nu devant toi parce que je m'aime suffisamment et que je sais qu'il ne va rien m'arriver, parce que même si tu me juges, même si tu ne m'accueilles pas, au moins je l'aurais fait pour moi, parce que c'est même pas grave si tu me juges. Parce que j'en mourrais pas. Mais au moins j'aurais pris le risque et j'aurais eu la joie d'être moi à ce moment-là. Voilà. Parce qu'il y a une joie immense à être soi en face de l'autre. Une joie immense à être libre d'être soi, quelle que soit la réaction de l'autre. Et donc ça, c'est aussi un autre ingrédient que je voudrais vous donner, c'est est-ce que je peux m'autoriser à être vraiment moi, quelle que soit la réaction en face, comme si j'étais avec un double de moi-même. Pensez à ça, comme si j'étais avec un double de moi-même. Et donc, je suis avec un autre que toi, mais si c'était un double de moi-même, alors je me passerais en bigoudi, alors je parlerais, je sais pas quoi, je passerais en robe de chambre, j'irais aux toilettes devant toi, enfin tous les trucs qu'on ne s'autorise pas, parce qu'on se dit l'autre, il ne peut pas me prendre comme je suis. Il faut que je porte des masques. Donc je ne peux pas vivre l'intimité. Parce que je ne me l'autorise pas, je me raconte une histoire. Donc si vous prenez le risque de vivre l'intimité, il y a des chances pour que vous alliez donner la permission à l'autre d'être authentique, parce que plus vous êtes libre d'être vous, plus vous donnez la permission à l'autre d'être libre d'être lui, et ça va fonctionner comme ça. Et donc vous aurez beaucoup plus de chances de vivre de l'intimité que si vous vous cachez, vous vous dites oh là là, il peut pas, personne ne peut me prendre comme, oh là là, on ne peut pas m'accepter comme je suis, oh là là, quelles conséquences, il va me blâmer, il va me juger, il va me mettre la pression, il va se... Mais vous ne vivez rien, vivre ça. Vous vous empêchez de vivre l'intimité. Et une fois qu'on a découvert cette joie de faire vivre l'intimité, on peut le faire avec n'importe qui en face. Moi je la prends, hein. Donc cette liberté que j'ai, vous pouvez vous la donner, quels que soient les partenaires qui sont en face, parce que ça ne dépend que de vous, ça ne dépend pas de l'autre. Après l'autre, si vous juge, vous n'allez pas rester pendant 107 ans, vous dites bon au revoir, ciao, tu n'es pas capable d'être bienveillant avec moi, je ne vais pas rester plus de 3 minutes et demie, tu ne m'intéresses pas. Et c'est tout, il ne va rien vous arriver d'autre. Mais c'est une pratique aussi que de faire vivre l'intimité et d'oser être soi dans la relation, comme si on était avec soi-même en face. Et ça, c'est une grande leçon que j'ai appris d'un de mes plus grands amours de ma vie, qui m'a dit ça quand je suis rentrée, il y a moins 20 ans de ça, hein. Je vous raconte ma vie, hein. Mais ça m'a marqué et je l'ai expérimenté, mais ça n'a pas été tout de suite, hein. C'était chemin de 10-15 ans quand même, hein. Ça ne se fait pas en 2 minutes, parce que oser être vraiment soi, ça veut dire lâcher toutes ses peurs. Et donc, pas à pas, on peut faire ce chemin et s'apercevoir que finalement, on ne risque pas grand-chose, si ce n'est un moment de rejet, si ce n'est un moment de non-accueil, de non-amour en face. Et c'est pas très très grave, enfin, c'est pas si grave que ça. Il y a beaucoup plus de mérite et de joie à être soi qu'au fond un petit rejet par-ci par-là. Voilà. Autre chose, qu'est-ce que j'aurais pas dit encore ? J'avais dit la générosité. Bon, ça me paraît un peu évident, mais et encore que être généreux, je ne sais pas si vous pouvez refaire surgir de la générosité quand vous êtes fermé, dans le cœur fermé. Parce que c'est facile dans le cœur ouvert d'être généreux, et dans un cœur fermé, est-ce que vous avez travaillé sur est-ce que je peux ouvrir mon cœur quand il est fermé? Est-ce que je sais être dans la générosité quand je suis dans la fermeture? Ou comment je me blinde et je me verrouille? Ça aussi, c'est une autre question, hein. Donc, est-ce que vous êtes dans cette malléabilité, dans cette compétence d'ouvrir, fermer, et de ne pas rester bloqué dans la fermeture du cœur quand vous êtes en difficulté avec l'autre? Parce qu'en général, on l'entretient, cette fermeture du cœur. Est-ce que quand c'est fermé, je peux réouvrir? C'est une décision que je peux prendre, hein. Soit je la décide, soit je la décide pas. Si je la décide, ça veut dire que je rumine mon truc. Et que je veux être dans le pouvoir, j'ai raison, t'as tort.
Voilà, donc vous préférez quoi? Avoir raison ou ouvrir votre cœur? Parce que si vous ouvrez votre cœur, vous avez des chances pour que ça se fluidifie. Si vous voulez avoir raison, bah vous pouvez passer votre vie à avoir raison et vous pourrir la vie et pourrir la vie de l'autre. Hein. Voilà. Ok. Ah oui, après c'était les histoires de rupture. Donc les ruptures, c'est souvent souffrant. Hein. Qui n'a pas fait de rupture amoureuse dans sa vie? Probablement, enfin j'en sais rien, en général, aujourd'hui il y a plus de 70% de personnes qui divorcent, donc elles font des ruptures. Donc les ruptures, le problème de voir que les ruptures souvent sont mémorisées, sous forme d'échec d'ailleurs, hein, ce qui est une erreur en soi. Plutôt de regarder ça comme un cadeau, d'être positif et de dire j'ai grandi grâce à ça, c'est un cadeau, mais c'est un cadeau, parce que j'ai expérimenté des choses, j'ai appris des choses sur moi, ce que je veux pas, là où je me suis pas respectée, donc j'ai appris des choses sur moi. C'est important d'aller regarder ça et de voir de quelle manière je vais garder en trace, pas seulement le mauvais, c'est-à-dire oui, on m'a rejeté, encore une fois, on m'a trahi, encore une fois, on m'a rejeté, encore une fois, je suis abandonnée, toutes les blessures. Hein. Mais comment plutôt vous allez vous arranger pour dire, bon ok, j'ai expérimenté ça, à la prochaine fois, quelles sont les peurs que je peux lâcher? Puisque si je ne me suis pas respectée, c'est que j'ai des peurs, c'est que je suis agrippée sur la sécurité. Donc la prochaine fois que je pars dans une relation, est-ce que j'y pars avec d'autres billes, avec d'autres éléments, plus équipés, pour moins m'y perdre dans cette relation, pour moins me faire du mal là-dedans. Donc, est-ce que j'ai appris des choses et comment je vais me servir de tous ces éléments que j'ai appris sur moi pour repartir dans la relation, mais d'une autre manière? Voilà, donc ça veut dire grandir avec les relations et arrêter de les vivre comme des échecs et arrêter de stigmatiser la relation comme étant « Ah, il y a une rupture à la clé, je ne vais pas m'en remettre, c'est horrible les relations de rupture, donc surtout plus de relations, quoi ». Plutôt éviter la relation que d'aller dans la rupture. Alors que la rupture, c'est une expérience riche en soi. C'est intéressant, c'est pas mieux ni moins ni plus que rester 50 ans avec la même personne. C'est autre chose, mais c'est intéressant en soi aussi, ça vous fait vivre des expériences, et on apprend beaucoup de toutes ces expériences. Il y a toujours un cadeau dans tous les deuils. Il y a toujours un cadeau à la clé. Parfois les personnes, elles vont au bout de ça, parfois elles n'y vont pas. Et donc elles restent sur « je suis en colère, je lui en veux, à cause de lui », et ben voilà. Et ben vous pouvez ruminer à cause de lui pendant toute votre vie, vous plaindre, mais vous êtes victime et vous ne prenez pas votre responsabilité, votre pouvoir en main d'aller bien et de vous faire vivre des bonnes choses dans la vie. Mais ça, c'est vous. Donc vous avez toujours le choix, soit vous mettez l'option peur, victime, soit vous mettez l'option oui à la vie, amour de soi, amour de la vie. Donc il y a toujours, à un moment donné, dans une situation donnée, il y a deux voies. Soit vous prenez la voie de la peur, soit vous prenez la voie de l'amour. Et je dis l'amour, c'est pas l'amour de l'autre, hein, ni l'amour des autres, hein, c'est l'amour de la vie en général, et l'amour de vous déjà. Donc c'est dire oui à ce qui est, dire oui et faire corps avec ce qui est, et être partante pour continuer le chemin, pour continuer d'avoir le meilleur et le pire, pour continuer l'expérience, pour jouer le jeu de la vie, plutôt que de dire je me scotche sur mes peurs et je m'enlise là-dedans et je m'enferme là-dedans et j'ai raison et puisque je te le dis, je le savais et j'ai vécu ça et je vais le revivre et tatati et tatata et toute histoire qu'on s'en fait, parce qu'on se raconte des histoires. On projette le passé sur le futur et on se raconte sans arrêt des histoires et c'est toujours les mêmes histoires. Et nos histoires, c'est notre imaginaire. Donc on se piège par notre imaginaire au lieu de faire confiance à l'écoute de ce qui se présente, l'écoute d'instant en instant de toutes les expériences qui se présentent à nous, qu'on va stigmatiser et qu'on va raconter sous forme d'histoire, sans arrêt, sans arrêt. Et ça ne veut pas dire que le mental n'est pas intéressant, parce que c'est intéressant aussi de mentaliser, mais des fois, on se crée des imaginaires dangereux et on se piège nous-mêmes avec ça, en se faisant peur et en restant, en alimentant la victime en nous. Donc c'est pas mal aussi d'avoir une vision élargie de la vie et de la voir comme une succession d'instants, d'expériences, de moments à goûter, qui seront des moments suaves et des moments qui seront désespérants, des moments où il y aura de la puissance, des moments où il y aura de l'impuissance, des moments où il y aura de la frustration, des moments où il y aura de la gaieté, et c'est une succession d'expériences comme ça. Mais ce n'est pas un objectif à atteindre, ce n'est pas quelque chose qui va vous donner la clé du succès, qui va vous donner une réussite pour toujours, ce n'est pas quelque chose qui va être constant et qui va vous donner de la sécurité, ça n'existe pas et ce n'est même pas intéressant.
Ce n'est même pas intéressant. Il n'y a aucune richesse à vivre quelque chose qui va s'agripper et qui sera définitivement comme ça, parce que vous êtes sur l'absolu au lieu d'être dans la vie, dans le mouvement de la vie. Voilà. Voilà, voilà. Donc j'ai dit pas mal de choses. Donc je vais prendre un temps avec vous, parce que j'aime bien aussi, ça c'est toutes mes recettes à moi, hein, que j'ai aussi apprises par des biais de formation, etc. Mais ça me ferait plaisir de répondre à vos questions, ou d'entendre vos propres recettes pour un couple riche, épanouissant, je ne sais pas, mais en tout cas riche et créatif. Voilà. Parce que pour moi, chacun doit inventer son couple, et le créer, et l'inventer avec la forme qu'il a envie d'y voir, et pas de se conformer au couple d'à côté, des voisins, de papa-maman, de je ne sais qui sont peut-être pas du tout bons pour vous. Voilà. Et tout est évolutif, et tout peut changer. Le couple de tous les possibles. Alors, je vous laisse la parole, hein, si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre. Mais par contre, pour les questions, comme je filme, ça peut être pas mal de répondre dans les micros, de parler dans les micros pour qu'on vous entende. Alors... Question. Ouais. Bonjour. Il marche si son verre. Bonjour. Non. Oui. Si. Ça marche. Ouais. J'avais une question, c'est relative aux 5 étapes du couple. Oui. J'avais 2 questions en fait. Comme je suis quelqu'un qui, d'habitude, en fait... On t'entend pas. Ça marche pas, hein? Si, ça marche là? Ouais, faut parler dans le micro comme ça. Faut vraiment être droit dans le micro, d'accord. C'est unidirectionnel, ok. Donc, les 5 étapes. Je suis quelqu'un qui est habituellement qui vit la relation dans la fusion, surtout au départ. La relation dans la fusion, oui. Ouais, c'est un petit peu ma... Oui. C'est ce que je fais habituellement. Tu fais des relations fusionnelles. Ouais. Et là, actuellement, donc, je vis une relation dans laquelle je ne ressens pas cet état-là. Hein. Donc je ressens pas de la fusion dès le départ. Non. Donc je suis pas un coup de fou de la lune de miel, c'est ça que tu veux dire, en clair. C'est autre chose. Et donc ça me questionne déjà. La première question était là. Est-ce que c'est possible de passer dans autre chose que la fusion dès le départ? D'être déjà dans quelque chose qui se promène entre la confrontation et la stabilisation. Quelque chose dans ce qui se promène entre la confrontation et la stabilisation. Est-ce que ça existe? Oui, vous savez mais les couples de nos grands-mères fonctionnaient comme ça. Hein. Les couples où ils s'apparentaient parce qu'on leur disait de... Bah oui, on leur disait de se mettre ensemble pour des raisons X ou Y, en tout cas pas des raisons d'amour, d'état amoureux. Hein. Donc ils se rencontraient comme ça et ils construisaient l'amour, c'est-à-dire que ça se construisait au fur et à mesure, mais ça partait pas forcément sur une fusée, sur de la fusion et sur l'amour romantique. Et finalement, par observation, on s'est rendu compte que ces couples-là, ils font, pas tous, hein. Il y en avait, c'était la galère, hein. Mais il y en a pas mal qui ont bien fonctionné parce que l'amour se construisait petit à petit, à se connaître, à se rencontrer, à se découvrir, plutôt qu'à de vouloir partir tout de suite en flèche. Et finalement, très souvent, ça fait ça. En général, ça descend aussi vite que c'est monté, hein, dans les espaces fusionnels. Donc ça peut être pas mal de goûter petit à petit, de se découvrir petit à petit, et de construire une relation sur laquelle tu n'aurais pas parié dès le départ. Parce que ça veut dire que si tu as l'habitude de partir sur des relations type fusionnel, eh ça veut dire que tu as le goût de l'intensité et le goût de la passion. Et que si c'est plus fade, moins d'intensité, tu te dis, c'est plus un couple ça. S'il n'y a plus de passion, c'est qu'on ne s'aime plus, donc on se quitte. D'accord ? Ça, c'est pas vrai. Donc ça va être intéressant pour toi de cheminer différemment et peut-être de voir, tiens, il y a moins de passion, mais peut-être d'être curieux de qu'est-ce qui va venir dans cette alchimie de la relation alors que ça part pas comme une fusée, et peut-être que ça va se découvrir ou pas, mais t'en sais rien. Et voilà, et peut-être, pourquoi pas? Pourquoi il n'y aurait pas quelque chose de goûteux, de suave à se découvrir avec le temps, sans que ça parte dans une fusion? Mais c'est un schéma qui est peut-être inhabituel pour ceux qui ont l'habitude d'être dans l'addiction à l'intensité et qui ne peuvent pas se passer de l'état fusionnel et passionnel. Voilà. Donc c'est autre chose, c'est différent. Et on ne sait pas ce que ça va donner, personne ne connaît le futur, mais peut-être ça peut être une tentative de faire un peu un schéma différent et voir ce qui s'y passe aussi. Plutôt que de partir sur « je parie que ça ne va pas marcher » parce que ce n'est pas fusionnel. On n'en sait rien. Donc laisse-toi vivre et tu verras au fur et à mesure.
Okay. Le pire, c'est de partir dans des schémas pour moi, de partir avec l'idée en tête que le couple, ça doit être comme ça et comme ça et comme ça. Voilà. Laissez venir et vous verrez bien. Vous serez surpris par les cadeaux de la vie. Ouais, une autre question. Il y a quelqu'un derrière qui veut poser une question. J'avais une deuxième question, excusez-moi, puis après je lâche les micros. C'est dans les 5 étapes, la confrontation et la stabilisation. Oui. Comment qu'est-ce qui fait qu'on passe de l'un à l'autre en fait? La stabilisation, on arrête de se faire la guerre, on décide, où on a des outils de communication, souvent ça marche, où on prend le temps d'accepter la différence. Mais on arrête de vouloir avoir raison. Voilà. Donc ça, quand c'est possible, on grandit, on mature. Sinon, on reste là et en général, au bout d'un moment, on finit par se quitter. Ou ça forme des couples, tu sais, les fameux couples qui, toute leur vie, se mettent sur la tête et qui sont cimentés sur la guerre. Ça existe aussi, hein, et ils meurent comme ça. Ça se termine mal, l'histoire, c'est un peu dramatique, mais c'est leur ciment. C'est de se mettre sur la tête. Voilà.